Faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'invité du dimanche, mesdames, messieurs, c'est un programme spécial qui va nous permettre de remonter dans notre histoire. L'histoire du Congo bégaye. Depuis des années, nous le savons, le pays a du mal à écrire son histoire et nous savons aujourd'hui que sa jeunesse a toujours payé le prix. De Yulu à Sassou II, on va essayer de parcourir cette histoire par rapport à la délinquance juvénile. Les jeunes Congolais ont toujours été des délinquants. Est-ce que le Congo a su gérer ce phénomène dans les années après l'indépendance jusqu'à nos jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Congo n'a pas connu plusieurs présidents. Il y en a un qui est resté plus de 40 ans au pouvoir, c'est Denis Sassou Nguesso. Qu'ont fait les autres? Parce qu'il faut dire, le phénomène auquel nous constatons aujourd'hui est né sous Denis Sassou Nguesso. Sur Yolo, y avait-il des gens délinquants? Massamba Deba, comment a-t-il géré cette question de délinquance? Vous allez voir au fur et à mesure de notre histoire. Marien Ngouabi, quand il arrive, comment gère-t-il tous ces Congolais qui sont perdus, qui prennent des armes contre son pouvoir? Comment fait-il que cette jeunesse puisse continuer à espérer? Il faut dire aussi que quand Denis Sassou Nguesso I arrive, nous connaissons aussi des moments de perdition d'hommes et de femmes, et nous le rencontrons encore sous l'Issouba avec les milices que vous connaissez, et nous sommes donc aujourd'hui en train de gérer les conséquences de ces milices. Il faut dire encore une autre chose, mesdames, messieurs, nous sommes dans un pays où la réflexion a quasiment fui les cerveaux, puisque sur ces histoires, on n'a quasiment aucune littérature. Comment se fait-il que ces événements ne soient pas aujourd'hui documentés? Comment expliquer que nous ayons un pays où mes enfants sont surpris parfois de voir des phénomènes qui naissent en espérant que ce soit la première fois alors que notre histoire est jalonnée. Aujourd'hui, vous le voyez, chers amis, des corps exposés notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Or, si vous remontez dans les années 70, il y avait déjà des corps exposés tels que nous le voyons aujourd'hui. C'est l'histoire qui se répète et nous savons que dans cette histoire, la mort n'est jamais loin. La mort a toujours accompagné le Congo dans son histoire, à certaines périodes de manière assez importante, à d'autres périodes ça baisse un peu, mais on est toujours là au cœur d'une question qui nous préoccupe. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons donc parler de cette histoire avec un homme qui depuis des années nous accompagne désormais pour mieux appréhender cette histoire. Il est pour nous le spécialiste, il faut le dire, des contentieux historiques, l'un des rares Congolais, sinon le seul, parce que les historiens qui ont fait des études en matière se taisent ou rasent les murs. Lui a accepté de parler. Mesdames, Messieurs, accueillez avec moi Monsieur Guy Mafimba qui va donc être avec moi dans le cadre de ce programme afin que nous puissions échanger et surtout vous donner des éléments pour bien comprendre cette histoire congolaise. Bonjour Guy Mafimba. Oui, bonjour Monsieur Sir Makosso, bonjour Sir. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. Merci aux téléspectateurs de Ziana TV, aux fidèles de Ziana TV. Nous allons essayer. Comme tu as su bien le dire, le moment est à la fois solennel, Sir, raison pour laquelle vous me voyez avec une tenue assez, d'aucuns disant assez bizarre. Mais vous savez, je fais partie d'une lignée de notabilité du côté maternel. Et comme on parle de la jeunesse, des jeunes, Sir Makosso, les jeunes, c'est l'avenir d'une nation.
Donc, lorsqu'on voit ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui, j'essaie à travers cette tenue d'invoquer nos traditions ancestrales, ceux qui nous ont précédés, pour qu'ils nous donnent la force, toi et moi, parce que ça sera un échange, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et surtout pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé hier, afin de trouver les solutions à cette problématique de la délinquance et de la criminalité juvénile. Raison pour laquelle ce titre de spécialiste des contentieux historiques, c'est juste pour expliquer aux Congolais que l'histoire, en fait, c'est un instrument ou une discipline fondamentale de fabrication des solutions. Il faut connaître l'histoire pour fabriquer des solutions, et raison pour laquelle nous allons essayer de révisiter tous les contours liés à cette histoire de délinquance et de criminalité juvénile. Alors, Guy Mafimba, merci d'avoir accepté une fois de plus d'être là pour éclairer les Congolais, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais ont l'impression que notre histoire est nouvelle, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, on a l'impression que c'est nouveau, ça n'a jamais existé parce qu'il manque une certaine littérature, et on profite donc de ce moment pour que la réflexion revienne, pour que les hommes et les femmes qui suivent ce programme puissent bien s'imprégner de cette histoire afin de mieux interpréter les situations actuelles et peut-être, comme tu l'as dit, de trouver des solutions. Alors, Guy Mafimba, je vais poser une question encore toute simple pour qu'on entre dans la matière. Les jeunes Congolais ont toujours été des délinquants, à ton avis. Est-ce que la délinquance et la criminalité juvénile, on la retrouve au Congo tel qu'on retrouve tout le monde? Comment se pose aujourd'hui cette question liée à la criminalité et à la délinquance juvénile au Congo? Sir Makosso, dans les années 60, nous avons pris l'indépendance. Et souvent, on a tendance à faire une analyse sur la colonisation en essayant de ne pas apporter un minimum de discernement. Je tiens aussi à remercier, j'en profite vite fait à remercier tous ceux qui vont apporter leurs éléments d'appréciation pour préparer cette émission Sir Makosso. Et parmi ceux-là, il y a un qui m'a dit, mais écoute Guy, la promotion des présidents Youlou, des présidents Mariam Wabi, des présidents Yombi Opango, Lissouba, Sassou et autres, Massamba Deba, ce sont les fruits de l'indépendance, de la colonisation, on va dire. Voyez-vous? Donc, si pendant toute la politique coloniale, on n'avait pas mis en place, en tout cas le colon n'avait pas mis en place, à la fois les leviers de socialisation, les leviers d'épanouissement lorsqu'ils étaient jeunes, ils ne seraient pas ce qu'ils sont devenus, chefs d'état-major et autres, voyez-vous. Donc, les questions de jeunesse, ça ne date pas à partir de 60, ça date des années pendant la colonisation. Et même en se référant à nos traditions bantoues, je disais tout à l'heure, M. Sir Makosso, vous et moi, on sait pertinemment comment, dans nos villages, dans nos contrées, la relation des notabilités à l'égard des jeunes. Il fallait prendre soin du jeune. Je prends encore un exemple simple. Dans nos familles respectives, nous avons des grands-pères. Il suffit seulement de voir un grand-père, un retraité aujourd'hui, toucher à son petit-fils, Sir Makosso. Vous allez voir ce que vous allez voir. Même lorsque le petit-fils a fait des conneries, qu'est-ce qu'ils disent? Tika kokonanga. Tika kokonanga. Voyez-vous? Donc, pour répondre à votre question, non. Et c'est là où très vite je vais m'inscrire en faux à ce qu'a dit Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, Place de la Liberté. Lorsqu'il dit la violence a toujours été ancrée dans notre société depuis les indépendances. Mais il a oublié de dire que cette violence a été instrumentalisée par les hommes politiques. Mais lorsque tu nais, quand tu es jeune, si l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, tu es par définition innocent. Tu es innocent. C'est l'environnement qui te forge, qui te met dans la société. Donc, lorsqu'on prend l'indépendance, M. Sir Makosso, c'est le président Youlou. Et en tout cas, je ne cesserai de te remercier, Sir. La dernière fois, tu l'as dit, et j'ai beaucoup aimé l'expression.
tu as dit ceci. Nous allons continuer, nous allons faire la promotion de l'évangile de la vie, nullement de l'évangile de la mort. Le président Youlou, lorsqu'il arrive aux affaires, je pense en tant que curé, en tant que catholique, il a commencé à faire la promotion de l'évangile de la vie à travers cette jeunesse. Monsieur Cyr Makosso, vous avez, dans les recherches, je suis tombé sur la loi numéro 60-18 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise. Cette loi date du 16 janvier 1960. Après l'émission, on essaiera de mettre ça sur la place publique, que les Congolais regardent comment cette loi était déjà avant-gardiste pour protéger... Alors, Guy Mafimba, oui. Guy Mafimba, c'est la fameuse loi Portela, hein, quand on dit la loi Portela, c'est ça? La loi Portela, qui avait été, qui a eu une autre loi un peu plus tard, la loi Potillon, c'est cela, hein? Potillon, oui, c'est ça. Ça a été complété par la loi Potillon. Mais cette loi est fondatrice, Cyr, lorsque vous regardez les différents articles de cette loi. Elle est vraiment avant-gardiste. Elle parle de la protection des jeunes. Je vais, par exemple, lire l'article 1er. Dans les agglomérations urbaines, il est interdit aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans être accompagnés de leurs parents à partir de 20 h. Il est également interdit de fréquenter les bars, cinémas et dancing sur les dispositions prévues à l'article 3. Les enfants de moins de 16 ans peuvent assister à la projection du film éducatif et au spectacle spécialement conçu pour la jeunesse. Bref, Cyr Makosso, les Congolais prendront connaissance de cette loi. Donc, le premier chef d'État était déjà avant-gardiste. C'est ce qu'on appelle le cadre institutionnel pour encadrer une entité de notre pays qui est la jeunesse. À travers cette loi, il faut... Guy Mafimba, oui. On va avancer. Oui. Pour ceux qui nous suivent, cette loi n'a jamais été abrogée. Hein. Pas du tout. Elle date de 1960. Elle est applicable aujourd'hui. Elle est applicable aujourd'hui. D'accord. On va avancer pour que les gens comprennent très bien. Voilà. On ne veut pas appeler de... On va dire, ben oui, 1960, c'était pas ça, mais voilà. déjà, en 1960, on s'est protégé et on a... Pour les régimes successifs, parce que moi, quand je grandissais, on va y arriver, hein. Sous Ngouabi, on ne pouvait pas rentrer dans un bar dancing. Hein. Donc, la loi continue à être appliquée. Mais pourquoi elle ne s'applique pas aujourd'hui? Posez-vous la question. Et il faut rendre hommage à tous ceux qui, à cette époque-là, ont été des grands commis de l'État. Il y a le ministre Paul Ngouama, le ministre Paul Ngouala, qui s'occupaient de la jeunesse et des sports. Et M. Cyr Makosso, toujours dans le cadre institutionnel, on remarquera que le gouvernement était très rétréci. Mais le ministère de la jeunesse et des sports, on ajoutait souvent ministère de la jeunesse et des sports ou ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports dans les gouvernements rétrécis. Pourquoi? Parce que le traitement d'une problématique dépend aussi de la volonté politique et de la place que vous donnez à cette problématique. Et ce ministère était toujours inscrit en lettres d'or dans les gouvernements rétrécis des trois gouvernements, je pense, du président Youlou. Et à cela, il faut ajouter quelqu'un qui a été un grand commis de l'État, Prosper Ngondjian, en dehors des deux que je viens de citer. À cela, il faut ajouter, parce que, M. Cyr Makosso, la problématique de la jeunesse, c'est une problématique transversale. C'est la jeunesse, c'est l'intérieur, c'est aussi l'éducation, ça peut être d'autres. Mais les trois ministères, on va dire, clés, lorsqu'on veut régler les problèmes de la jeunesse, c'est ces trois ministères-là. La jeunesse ou sport, la jeunesse et sport, l'éducation nationale et l'intérieur. À cela, il faut ajouter certainement la famille et autres. Bon. Et je tiens à souligner, il y a deux ministres de l'Intérieur, parce que nous sommes dans les contentieux historiques, M. Cyr Makosso. Dominique Zalakanda et Stéphane Tchichen, qui ont occupé les fonctions de ministre de l'Intérieur sous Youlou et lui-même Youlou. En dehors de ce cadre institutionnel pour traiter ces problèmes de jeunesse, il y avait ce que nous avons appelé, les sociologues appellent les leviers de sociabilité, Cyr Makosso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir en place a activé un certain nombre de leviers
pour encadrer la jeunesse, pour former la jeunesse et pour les insérer dans le cadre professionnel s'il ne peut pas aller loin. À cela, je peux citer quelques exemples. Le service civique, qui est un peu comme ici, hein, le service civique avant que Chirac puisse l'abroger. Et de ce service civique, je vais être factuel. Il y a deux hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'est Oba Pounou, l'actuel oligarque du PCT, et Matima. Je ne sais pas si tu connais Magdi Matima. Magdi Matima, c'était le gardien de l'équipe du Congo, 72, lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la seule coupe, Guy Mafimba, donc on peut l'oublier. Hein. On ne peut pas l'oublier. Voilà. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que ces deux figures, à la fois politiques et sportives, sont les fruits du service civique qui était dirigé par le commandant Fodé. Et aujourd'hui, ils ont amené haut le drapeau national. Et il faut que ceux qui nous suivent puissent taguer Oba Pounou pour qu'ils viennent voir, lui, ce qu'il a bénéficié du service civique sur Youlou. Pourquoi aujourd'hui il se tait au moment où on est en train de tuer les Congolais, les jeunes de son âge, à Brazzaville et à Pointe-Noire. On va y arriver. Deuxième élément. Juste pour compléter, il faut dire aussi que Oba Pounou a été longtemps le premier jeune Congolais sur le parti unique. Hein. Sur le parti unique. Quand on va arriver à Mariam Gwabi et à Sassou, on va chercher à savoir si véritablement le premier jeune, comme on a parlé à l'époque, a renvoyé l'ascenseur aux jeunes de notre époque, parce qu'il était le premier jeune à mon époque et autres. Monsieur Cyr Makosso, il y a un deuxième levier, toujours dans les leviers de sociabilité. Vous savez, Youlou était un curé. En étant un curé, le président Youlou s'est appuyé sur les... Comment tu es passé par là, hein, sur tout ce qui est levier catholique et protestant, notamment les scouts, pour moraliser la jeunesse. Et je remercierai jamais assez ceux qui m'ont accompagné à préparer cette émission. On me parle par exemple des cœurs vaillants qui regroupaient les scouts hommes, les guides qui regroupaient les scouts filles, les louveteaux, M. Cyr Makosso. Et toujours dans ce cadre-là, il y a eu comment on appelle ça, une chorale qui est très célèbre, la chorale des piroguiers à Poto-Poto, qui a fait naître des pianistes, qui a fait naître un certain nombre. J'ai même mon grand-père Makaba, qui a été un grand pianiste, formé jusqu'ici à Vitry, qui est passé par là. Vous voyez bien que c'était des leviers de sociabilité. Les jeunes ne pouvaient pas aller ailleurs, sinon être dans des espaces où ils pouvaient apporter de l'aide, où ils pouvaient apprendre, où ils pouvaient respecter, faire le distinguo entre le bien et le mal. Et du côté des protestants, M. Cyr Makosso, il y a ce qu'on appelait les chercheurs. Voilà à cette étape, et je terminerai dans les leviers de sociabilité avant de passer à à un levier plus important, c'est la famille. M. Cyr Makosso, un jeune, c'est quoi? Il naît dans une famille. Il est un enfant. Après, il devient un adolescent. Après, il devient un jeune. Mais si cette famille est déstructurée, M. Cyr Makosso, c'est difficile depuis son enfance, il puisse avoir il puisse avoir toutes les facultés pour s'épanouir dans la société. Voyez-vous? Donc, au temps de Youlou, jusqu'à Sassou 1, il y avait ce qu'on appelle la dotation gratuite pour les non-fonctionnaires qui pouvaient bénéficier des layettes et autres dans les familles. Il faudrait que ceux qui sont aujourd'hui nous écoutent, les jeunes d'aujourd'hui. Ça existait comme ici en France. Il y avait des dotations aux familles. Et voilà un peu les leviers de sociabilité. Je terminerai sur les leviers de l'école qui étaient très importants au temps de Youlou aussi. Si vous avez 2 ou 3 éclaircissements à faire, je vais le faire. Oui. Alors, Guy Mafima, on a bien compris hein, que Youlou, vous l'avez dit, c'est un curé, donc il va chercher toutes les valeurs dans l'évangile, dans les textes sacrés, afin que la société puisse bien structurer. Et on voit sur le plan législatif, en même temps qu'il peut s'appuyer un peu sur les textes sacrés, mais il y a aussi des hommes qui font la société,
qui mettent en place des cadres, et notamment cette fameuse loi Portula que j'ai connue très très tard. C'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup, mais enfin, on avait l'impression que la société allait mieux structurée que nous le constations aujourd'hui. Alors, Guy Mafimba, Youlou va partir. Il a tout volé. Avant que Youlou parte, je termine sur le jeune, c'est quoi? Il a le foyer familial, il y a l'école qui doit le former. Après, il doit s'insérer. C'est ça un jeune. Et le dernier levier de sociabilité, c'est l'école. Et Youlou a fait quelque chose de formidable à cette époque. L'école était gratuite sur Youlou. Donc, une obligation à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, M. Sir Makosso, il y a des enfants de la rue. Allez seulement dans les grandes villes du Congo. Youlou a fait quoi? Il a recruté des instituteurs et il les a formés de manière gratuite dans la formation continue. Et je peux vous donner un exemple, ma propre maman, qui avait à l'époque juste un BMJ ou un CEP, le CEP, a enseigné à l'école ménagère. Elle a enseigné à l'école ménagère parce qu'il y avait une formation continue. Comme on a été en manque d'encadreurs, ils sont partis le faire. Et ça, c'est sur le plan national, M. Sermakoso. Très vite, sur le plan extérieur, n'oubliez pas, Youlou a formé des jeunes pour qu'ils rentrent facilement dans le travail. Souvenez-vous de la MEC, Maison des étudiants des Congolais, ici en France, qu'il a acheté pour nos étudiants, pour qu'ils viennent se former. Le Boussengo, les Congolais ne le savent pas. Métropole Vissar. Il y avait encore un immeuble là-bas pour que le président Youlou a mis à disposition des étudiants congolais en France. Il y avait des pavillons à Sarcelles mis à la disposition des stagiaires congolais en France pour venir se former. Et enfin, en Israël, je venais de découvrir que le Congo à l'époque déjà envoyait des femmes pour être formées comme des sages-femmes en Israël, M. Sermakoso. Vous voyez très bien que tant dans le levier institutionnel que dans le levier de sociabilité, le président Youlou avait mis tout le cadre pour faire en sorte que le jeune puisse s'épanouir. Bien entendu, il y aura toujours des marginaux, des délinquants, et ces délinquants, ces marginaux seront à une quantité négligeable parce que l'État a mis en place des dispositifs pour faire d'un enfant, un adolescent et un jeune quelqu'un qui puisse servir à la société. Ce qui est intéressant, Guy Mafimba, nous l'avons dit, hein, le titre de ce programme, c'est Délinquance et criminalité juvénile, le Congo de 60 nos jours. On voit très bien que quand on sort de l'indépendance, il y a une vraie prise de conscience, on met en place un cadre, que ce soit au niveau du Parlement avec la loi Portela, que ce soit des initiatives qui sont prises en fonction de l'environnement religieux qui est au Congo, que ce soit chez les protestants ou chez les catholiques. On voit aussi qu'au niveau de l'école, tout est fait pour que la situation du jeune soit prise en charge afin qu'il s'épanouisse. Il y en aura toujours ceux qui vont dévier, mais au moins que ce phénomène soit marginalisé. Youlou, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va tout voler, comme on le dit, c'est l'histoire qui nous enseigne ainsi, c'est ce qu'on dit de lui, et il va partir et fuir le pays. Un homme va être mis en place, puisqu'on va le chercher pour qu'il vienne prendre ses fonctions, c'est Massamba Déba. Or, sur Massamba Déba, on sent très bien, Guy Mafimba, que ceux qui étaient adolescents ou, je dirais, des jeunes adultes sous Youlou ont aussi des ambitions. Ils vont se retrouver dans cet environnement. On va créer, en fait, des mouvements de jeunesse et qui vont aussi avoir un impact important, Guy Mafimba. Très bien. Très bonne transition, Sir Makosso. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites. Ce sont des jeunes comme Aimé Matika, Julien Boukombou, le grand-père de notre jeune frère, et André Ombessa. Voilà trois jeunes, d'un côté les catholiques, d'un côté des mouvements de jeunesse catholiques et protestants, qui ont participé avec les syndicats pour le renversement de Youlou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes à l'époque, c'était des jeunes, c'est pas les Atalakou d'aujourd'hui, hein, c'était des jeunes, quand ils se battaient, c'était pour des causes nobles. Donc eux, ils avaient estimé, à tort ou à raison, à tort avec l'histoire, que Youlou avait tout volé. Donc c'est ces jeunes-là qui vont ramener le président Massamba Déba à la tête du pays. Et bien entendu, toujours la même méthodologie, cadre institutionnel, Massamba Déba arrive, le ministère de la Jeunesse est
est vraiment au diapason dans le cadre institutionnel. Mais première bascule, on passe d'un régime, on va dire, libéral et autres, on passe dans un régime qui enclenche le processus révolutionnaire. C'est là où commence l'instrumentalisation de notre jeunesse, M. Sirmakosso. Et je vous cite très vite quelques ministres de la jeunesse, Ernest Claude Ndala, qui est encore en vie, dommage que ces gens-là ne parlent pas, Pierre Mvouama, je ne sais pas s'il est encore en vie, Matupa Polo, celui qui était impliqué dans le coup d'État de Diawara, et André Obessa, qui n'est plus de ce monde. Voilà bien. Et le ministre de l'Intérieur, Souma Samadeba, toujours dans la dans le caractère transversal de la problématique de la jeunesse, Germain Bikoumou, voilà. Michel Bindi et Félix Mouzabakani, les ministres de l'Intérieur. Monsieur Sirmakosso, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir. Le premier ministre de Massamba Deba, c'est Pascal Lissouba, il a quel âge? La vingtaine. 25 ans, 26 ans, je pense bien. Mais on revient maintenant sur les leviers. Oui, c'est un processus révolutionnaire. Mais en même temps, ils se disent, il faut miser sur la jeunesse. C'est vrai que c'était les premiers cadres. Ils ont pris les postes de responsabilité. Mais ils ont misé sur la jeunesse. Au niveau de la famille, on commence par la famille, idem. Massamba Deba arrive, il continue à matérialiser la loi Portela. Au niveau des familles, des dotations continuent à être versées. Au niveau de l'école, des changements. Toutes les écoles sont en train d'être nationalisées. Il y a même un nom qui me revient à l'esprit, je crois que ça doit être peut-être ton parent, hein. Stanislas Bachi. C'est lui qui a amené la tenue scolaire. Très bonne initiative. C'est lui qui a amené la tenue scolaire dans nos écoles. C'était à l'école Chaminade. Et puis ça s'est comment dire, ventilé partout dans la République. Et l'école est gratuite, comme sur Youlou. Donc, deuxième levier. Et troisième levier de socialisation, là, c'est la particularité de Massamba Deba, c'est on passe des mouvements de jeunesse catholique et protestante pour mettre en place un mouvement de jeunesse révolutionnaire qu'on va appeler la JMNR, Jeunesse du Mouvement National de la Révolution, JMNR, n'est-ce pas? Et qui a une milice qui s'appelle la Défense Civile. Mais M. Sirmakosso, il y a milice et milice. Nous sommes dans le contexte de la guerre froide. Et cette milice n'est pas là pour racketter les gens, pour tuer d'autres Congolais. Mais cette milice est dans la lignée du processus révolutionnaire de l'époque. Il fallait combattre l'impérialisme. Évidemment, ça se faisait de manière un peu coercitive. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la GMNR, tu peux être considéré comme un anti-révolutionnaire. D'où les fameux Mabouaka et Castro, qui, dans les exactions, en tout cas, ils faisaient le 1/5 de ce qu'est en train de faire la DGSP aujourd'hui. Et ce n'est pas le but de l'émission aujourd'hui, mais c'est une des raisons qui a fait chuter Massamba Deba, parce qu'ils étaient dans les exactions. Toujours au niveau de la GMNR, ce qui est intéressant, M. Sirmakosso, au niveau de la GMNR, ils avaient des bourses auprès de ce qu'on appelait de la CAP, l'amitié du Congo, l'amitié avec les autres peuples. Donc, des bourses des gens qui partaient se former à Moscou, à Cuba, en Chine et autres. Vous voyez bien que le jeune qui ne continue pas ses études peut être formé à faire autre chose. Et ce qui est encore plus intéressant, ces mêmes jeunes-là de la JMNR, c'est eux qui sont partis, les premiers, occuper les postes d'ouvriers, de cadres et autres, ou dans les usines mises en place par le président Alphonse Massamba Deba avec Pascal Lissouba et Noumazala. Voilà les deux premiers leviers qui sont intéressants pour voir comment on continue à prendre en compte, en tout cas l'entité jeunesse, à leur donner une formation, une moralité, une éducation et surtout un avenir. Dima Fimba, sur Massamba Deba, on a parlé de la GMNR, mais nous sommes là aussi, c'est la jeunesse en fait d'un mouvement révolutionnaire. Oui. Donc il va y avoir des figures un peu comme Feu Martin Berry qui vont être
ces jeunes qui vont porter en fait ce moment-là. Mais il y a d'autres qui seront aussi dans une sorte de résistance, puisque Exactement. ceux qui ne veulent pas rentrer de la GMNR sont considérés comme, je dirais, des non-révolutionnaires. Des contre-révolutionnaires. Mais l'avantage, c'est quoi à cette époque? L'avantage, entre guillemets, M. Sir Makosso, si violence il y avait violence, d'autant plus qu'on a perdu 3 hauts cadres oui. Qui sont morts, 3 hauts cadres. Et qui étaient aussi jeunes, qui sont morts jeunes, hein, Guy Mafimba. Mais très jeunes. Mais c'était effectivement cette contradiction principale entre les différents courants au niveau de la GMNR ou au niveau du MNR. Donc, mais la violence, j'allais dire, était circonscrite dans le cadre des régulations politiques. Donc, le jeune, ce qu'on peut reprocher, c'est cette intolérance politique déjà à cette époque, on était dans le cadre de la guerre froide, mais ce qu'on on peut reprocher, c'est un peu le côté coercitif. Si tu n'es pas dans la GMNR, tu peux te retrouver à être torturé, voire tué par cette fameuse défense civile. N'est-ce pas? Mais on peut comprendre ces choses qui se passaient à l'époque. Ce n'est pas justifié. Hein. Je comprends tout simplement pour expliquer que c'était circonscrit dans la régulation politique de l'époque. Mais, M. Sir Makosso, en dehors de la GMNR, effectivement, vous avez bien fait de parler de Mbéry Martin, parce qu'on va les retrouver, les André Ombessa, les Mbéry Martin, les Noumazalaï et les autres, on va les retrouver dans le cadre des contentieux historiques dans cette autre forme d'embrigadement de la jeunesse et qui va nous amener à des guerres civiles. On va y arriver très, très vite, mais je termine avec Massamba Déba sur des actions encore très, très fortes qui ont marqué notre jeunesse. Massamba Déba a créé ce qu'on appelle l'action de rénovation rurale. Monsieur Sir Makosso, c'était très intéressant, ce mode opératoire. Qu'est-ce que ça consistait à quoi? Les jeunes partaient découvrir d'autres terroirs. Toi, tu es là-bas à Pointe-Noire, Sir Makosso, bon, on t'envoie chez moi à Epena. Tu vas non, moi je vais aller à Oyo, ma fille. Je vais aller à Oyo. Tu vas aller à Oyo. Oui. Là-bas, c'est mieux qu'à Epena. Bon, allez, on va prendre le BA là-bas à Oyo. Tu peux te retrouver à Oyo. Mais c'était intéressant, pourquoi? Le vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est un slogan. Mais les jeunes de l'époque, j'ai un grand frère Théo Mbemba, qui a travaillé avec moi dans la préparation de cette émission. Mais il dit comment il a découvert. Il s'est retrouvé, par exemple, dans la maison du chef de village Ango, lui qui est de Dupol. Il s'est retrouvé à Djambala, voyez-vous? Et c'était comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelait l'action de rénovation rurale. Et cette action de rénovation rurale, c'est celle qui est l'ancêtre de l'IDR, Institut de développement rural. C'est l'ancêtre c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui ont eu la vocation d'être dans la ruralité, dans l'agriculture. À cela, il faut ajouter quoi? Les premiers Jeux africains, organisés en 1965 par Massamba Déba. Tout le monde sait, nous sommes le premier pays à organiser les premiers Jeux africains. Monsieur Sir Makosso, l'intéressant dans ça, c'est quoi? C'est qu'à travers les premiers Jeux africains, le sport est devenu un levier d'épanouissement, de découverte de la jeunesse congolaise. Et à travers l'ONTU, Office national du sport scolaire et universitaire, nous avons vu éclore les Mwasiposo, les Lende, tous les grands sportifs que nous avons connus qui ont fait les beaux jours du sport national congolais en athlétisme, en football, en handball et autres. Ils sont partis de là. À cela, M. Sir Makosso, les semaines culturelles, organisées par qui? Par toujours le président Massamba Déba. Et ça se passait dans toutes les régions. Et c'est là où on a vu éclore les groupes, comment on appelle ça, les groupes vocaux. Les groupes vocaux. Voilà. Et M. Sir Makosso, c'est là où aussi les vocations naissent. Le théâtre, les chants, les chanteurs, les danses, les beaux-arts, l'école de Poto-Poto, et le cinéma. Et vous savez que nous avons été à un moment, le Congo a été véritablement le point focal de tout ce qui est grand écrivain, tout ce qui est théâtre, la marmite de Kokambala, au Céphrat. Voilà, M. Sir Makosso, tous ces leviers
activé par le président Massamba Deba. Je terminerai par le troisième segment pour un jeune. Il n'est pas parti à l'école, il n'est pas parti très vite à l'école, mais il s'est inséré professionnellement. Mais c'est grâce à Massamba Deba que le Congo s'est doté du tissu industriel embryonnaire sur Massamba Deba. Ce qui fait que le jeune de l'époque ne pouvait pas du tout chômer parce qu'il y avait des usines. Contrairement à aujourd'hui, je l'ai dit dans une émission, au Congo aujourd'hui, il y a plus de casernes ou de commissariats que des usines. Mais sous Youlou, sous Massamba Deba, et on va arriver sous Ngouabi, il y avait cette possibilité. Tu as échoué à l'école, tu peux aller. Et je terminerai en disant ceci. Des deux régimes, ceux qui ont vécu ces régimes-là, moi, je venais de naître sous Massamba Deba. Toi, je ne sais pas si papa et maman pensaient déjà à toi. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Nous, sur le camarade Marien, on va arriver. Nous, sur le camarade Avant d'arriver au camarade Marien. Massamba Deba n'était pas l'ami de la jeunesse comme Marien a été le grand ami de la jeunesse. Il faut dire une chose. Les jeunes de cette époque, Sir Makosso, avaient des modèles. Le modèle, c'était quoi? Quelqu'un qui est très bon au théâtre, un bon écrivain, un bon sportif. Voilà. Papa est fonctionnaire quelque part, ou il travaille dans une usine. Le modèle, c'était pas Bouya. Hein? Le modèle, c'était pas le voleur du coin, ou l'assassin, ou le cobra du coin. Voilà ce qu'on peut souligner déjà à cette étape de notre échange. Voilà, Guy Mafima, je vois qu'il y a pas mal de contributions, hein, des gens qui parlent un peu de cette jeunesse, à cette école bleue avec Rigadé Mavungu, c'est aussi à cette époque. Ah oui, merci. Il y a des offres qui nous dit aussi que le retour de Fumu Amazono de Jamalonga, là aussi, on a un théâtre qui est assez florissant. En fait, il y a le cinéma Vogue, le cinéma ABC. Ah, voilà, j'ai oublié. Tout ça montre, Guy Mafima, c'est ça qui est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délinquants, je veux dire. On n'est pas là pour angéliser cette jeunesse, il n'y a pas de délinquants, il existe, mais tout est fait. Il y a des marginaux toujours, mais il y a toujours des délinquants, mais ils sont marginaux, comme tu l'as dit. L'idée de se mettre au carreau. Et c'est pas pour rien que je cite à chaque fois les différents ministres de l'Intérieur. Parce que quand il y a des marginaux, qui s'en occupe? Le maintien d'ordre. C'est le ministère de l'Intérieur. Ça prouve bien que ces ministres que je viens de citer, ils connaissaient ce que c'est que le maintien d'ordre. Ça veut dire quoi? On identifie le marginal ou le délinquant, ou on arrive à l'insérer, ou on l'emmène en prison. Ce qui fait qu'on ne le sentait pas. Moi, on va arriver à Marien où je peux parler de ce que j'ai vu. Mais les témoignages des grands frères qui ont vécu ces moments te disent non, ces marginaux, d'eux-mêmes, ils disparaissaient. Ou c'est des gens au contraire. Parce qu'il est marginal, il devient même le conseiller de ceux qui sont encore à l'école. Et nous, on a vu ça sous Marien, je vais y revenir. Et il disait même à ceux qui partaient, ne nous suivent pas. Mais il faut aller. Ils encourageaient. Parce qu'ils étaient vraiment une infime minorité. Et l'État, le véritable État, selon les lois et les règlements, faisant en sorte que ces gens-là, ils ne pouvaient pas déborder pour, comme on dit, mettre en insécurité les populations dans les quartiers, villes et villages. D'accord. Alors, Mafima, avant qu'on ne passe à Marien, moi, j'aimerais qu'on reste encore quelques temps sur Massamba Deba. Il y a Léa qui nous dit la chose suivante: ce serait bien que nous voyons son cul beaucoup de la rue. On est là, la population est jeune, hein, Guy Mafima. On n'est pas là avec des vieux 70 ans. Oui. Cette rivalité, jalousie entre la rue et Bakongo de Boko. Ma grand-mère me disait la rue et Congo de Boko, pas de mariage. Là aussi, ça affecte la jeunesse. On est quand même sous Massamba Deba. On a vu les choses qui se font. La GMNR est présente, mais aussi dans certaines pratiques, notamment sur ce thème-là, peut-être qu'il y en a d'autres. On voit quand même
ces aspects qui sont liés à des conflits au niveau ethnique ou des choses comme ça, mais ça affecte aussi la jeunesse de pouvoir s'épanouir. Oui. Léa, ce qu'elle dit là, il faut, comment dirais-je, il faut nuancer. Oui. C'est vrai que le président Yulu était Larry. Massamba Deba est un Congo. Un Congo. Et à la fin à la veille de sa chute, le président Yulu a tenté d'instrumentaliser le fait ethnique en disant ceci, attention, vous êtes en train, vous les Congolais, vous êtes en train de me trahir, vous allez souffrir un jour. Enfin, il disait à tous les Congolais, mais spécifiquement à ses frères Larry Congo. Mais pourquoi? Parce que parmi les meneurs de la fameuse révolution du 13, 14, 15 août, ben, il y avait beaucoup de Larry Congo, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'était pas forcément Larry Congo. Il y avait, c'était un mouvement syndical et de jeunesse transversal aussi. Et il y avait transversal. La preuve en est, il le chute. Mais lorsqu'on propose à Opango, Jacques Opango, de prendre le pouvoir, il refuse. Il se solidarise de président Yulu. Il dit, moi, je ne prends pas le pouvoir. Donc, autant au pouvoir, c'était transversal, autant. Mais c'est ce qu'on appelle les estampes primaires. Les estampes primaires. Quand Massamba Deba arrive, c'est la même chose. Je vous prends le cas de Yombi. Yombi qui était son premier chef d'état-major particulier. Mais Yombi, pourquoi il quitte ce poste pour se retrouver à Moscou comme attaché militaire? Parce que dans le cabinet du président Massamba Deba, un certain nombre d'officiers Congo estimaient que celui-là, vraiment, ça ne sent pas bon. Donc, ce n'était pas forcément à l'égard de... Mais c'était marginal. Mais ce qu'il faut retenir à Léa, c'était marginal. Les conflits à l'époque, c'était des conflits doctrinaux et idéologiques. On peut leur reprocher plein de choses, les acteurs politiques de l'époque, mais ils croyaient à un certain nombre d'idéaux. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il faut tuer les Mboshi, il faut tuer les Congo, il faut tuer les Bomitaba, il faut tuer les Vili. Ce n'était pas ça. Ils étaient, mais il y a toujours des gens qui tirent les ficelles en instrumentalisant l'ethnie et le tribalisme. Alors, Guy Mafima, on va toujours rester, on va sauter, hein, on va faire un petit bond dans l'histoire. Guy Mafima, Massamba Deba est mort, on connaît la fin de Yulu. Massamba Deba va être jugé, condamné, une sentence exécutée, c'est l'État qui l'exécute, tel que nous voyons aujourd'hui des exécutions sommaires, mais sauf que lui, c'est une sentence qui est dite. Mais jusqu'aujourd'hui, son corps, on ne le trouve pas. Or, vous le savez bien, Florent Tiba, il y a quelque temps, a sorti une lettre originale de Massamba Deba. Est-ce que l'État aujourd'hui ne devrait pas ou ne pourrait-il pas ouvrir ce pont de l'histoire? Parce que là aussi, en fait, comme je l'avais dit dimanche dernier, la culture de la mort tue l'espérance. Un président qui est officiellement, je dirais, exécuté par l'État et dont le corps a disparu jusqu'à ce jour. Comment on peut l'expliquer? Nous voyons des enfants aujourd'hui qui sont aussi tués par l'État, puisque c'est l'État qui a armé un corps pour exécuter ces basses besognes. Certains, on les retrouve avec sans sépulture, ou sinon, je dirais, dans un état quand même qui n'honore pas notre pays. Massamba Deba, comment expliquer et comprendre aujourd'hui, Guy Mafima, que l'État s'entête alors que celui qui l'a exécuté, de ne pas dire où sa dépôt a été déposé? C'est comme les enfants des bébés noirs qu'on tue aujourd'hui, qu'on peut tuer dans la brousse et puis personne. On a quand même des parallèles un peu bizarres, Guy Mafima, avec cette jeunesse et de cette époque. Qu'est-ce qu'on peut dire, Guy Mafima? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'évangile de la mort qui est dans l'ADN d'un certain nombre de dirigeants politiques de notre pays. Je dis, c'est l'évangile de la mort qui crée des contentieux historiques, dans celui de Massamba Deba, dans celui de ce qu'on est en train de voir là, les enfants qui sont en train d'être exécutés, et surtout, Sir Makosso, qui tue l'espérance.
Monsieur Cyr Makosso, l'espérance d'une nation, là, c'est Guy Mafimba avec sa tenue de la lignée de notabilité, qui pense qu'une nation ne se construit avec un principe spirituel. Une nation, c'est... Quand on dit la France, c'est... Comment on dit ça? La fille aînée de l'Église, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça veut dire quoi? Il y a une sacralité qu'on donne à la France. Lui-même, Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il arrive aux affaires, il dit « Je donne le Congo à, je sais pas, à Dieu, je ne sais pas quoi ». Ça veut dire quoi, Cyr Makosso? Ces deux contentieux-là, on parle du contentieux Massamba Deba et des enfants qui sont en train d'être tués, nous rattrapent aujourd'hui. Et là, je convoque qui? Alain Makaya, vous allez être surpris. Alain Makaya. Alain Makaya a fait, il y a 2-3 ans, un bon poste. Il était vraiment inspiré, mais spirituellement. Il dit, mais le phénomène des Koulouna a commencé. Là. Alain Makaya dit, mais les Koulouna là qui sont en train de tuer les gens, déchiqueter avec une violence inouïe. Mais si ces enfants-là, ce sont les âmes qui errent, Cyr Makosso, de 97, oui, jusqu'à aujourd'hui, même bien avant, est-ce que vous pouvez imaginer des hommes qui n'ont pas de sépulture, des tombes communes, depuis les Diawara et autres? Notre pays, tu as l'impression que ce pays est maudit. Parce que, tout simplement, nous avons commis l'innommable. On continue à commettre l'innommable. Je termine sur cette question. Sur le cas de Florent Tiba. On va y arriver quand on va arriver à Mariam Wabi. Florent Tiba, c'est un incivique. En 1971, Florent Tiba, ils ont organisé, il était étudiant, une grève. Si Mariam Wabi était, entre guillemets, un président à la fois intolérant, il aurait pu prendre Florent Tiba, tu es un délinquant, vous avez organisé une grève qui est pour ma chute, allez, je vous fusille. Mais Florent Tiba a été versé dans la production. C'est comme ça que le général Florent Tiba aujourd'hui est devenu Florent Tiba. Mais celui-là, il a comploté pour faire exécuter Massamba Deba. Et il vient nous... Massamba Deba. Vous voyez bien que la boucle est bouclée là. Ceux qui ont comme ADN l'évangile de la mort ont tendance à reproduire, à faire de la surenchère sur les Congolais, sur cette nation qui ne voit que son pays, ses enfants couler le sang continuellement. Et d'ailleurs, même le président Sassou le dit, c'est depuis 60 qu'il y a de la violence. Non. Non. Il faut dire, depuis 60, nous avons fait couler le sang des Congolais. Les Congolais ne se sont pas retrouvés. Moi, je ne me réveille pas le matin, je dis, je vais aller chercher Cyr Makosso, je vais lui casser la gueule. Ce n'est pas possible. Voilà un peu la question la réponse que je voulais donner à ça. Mais c'était intéressant de faire ce bond-là pour faire le parallèle entre Massamba Deba, qui n'a pas de sépulture exécutée par l'État. On a jamais retrouvé les sépultures et ses enfants, dont beaucoup, on ne saura jamais où est-ce qu'on les a enterrés. Posons-nous la question, est-ce des rituels? Posons-nous la question, est-ce des totems d'un certain nombre de gens qui ont l'évangile de la mort dans leur ADN? La question mérite d'être posée. Voilà, mesdames et messieurs, la question mérite d'être posée. Guy Mafimba, on va faire juste une petite pause puisqu'on va passer à l'époque de Mariam Wabi, Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, Lissouba et Denis Sassou Nguesso. En attendant, juste le temps d'une pause, mesdames et messieurs, restez connectés et nous allons revenir dans quelques instants. Saka mwaso bamana no malavu mawe yani moba kweloke bamana no malavu mawe yani moba kwefimbi bado bingwa bingwa
Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous suivez donc l'invité du dimanche. Nous sommes au cœur de la délinquance et criminalité juvénile au Congo. De 1960 à nos jours, nous avons traversé l'époque Youlou, Massamba Deba. Maintenant, on arrive à Marien Ngouabi. Guy Mafimba, il faut dire une chose, que le camarade Marien Ngouabi, tel que nous l'a présenté, était le grand ami de la jeunesse. Lui-même est arrivé au pouvoir très jeune. Quand il arrive, comment gère-t-il? Parce qu'on sait qu'il va lui-même être secoué aussi par d'autres jeunes, on reviendra tout à l'heure. On va aussi faire le parallèle, en fait, entre ce qu'on va voir à son époque et ce qu'on voit aujourd'hui. Guy Mafimba, quand Marien Ngouabi arrive, il a autour de lui des jeunes cadres, lui-même est jeune. Comment se pose à son époque le problème de la jeunesse? Marien Ngouabi arrive dans la continuité du président Massamba Deba. Il rectifie tout simplement le côté maoïste du pouvoir du président Massamba Deba. Et on l'appelle, le président Marien Ngouabi, c'est l'ami des jeunes. Je pense que ce n'était pas un qualificatif d'Atalakou, non. Je suis témoin de cet homme qui était vraiment un homme qui était aux côtés des jeunes. Comment ça se passe? On va toujours avec la même méthodologie. En fait, Marien Ngouabi, cadre institutionnel, il amplifie même la nationalisation des écoles et autres au début de son pouvoir, et des écoles et autres. Et le cadre institutionnel, il fait en sorte que le ministère de la Jeunesse, en tout cas, puisse avoir une place importante dans sa politique, dans ses politiques publiques. Et on peut citer les derniers comme Jean-Pierre Ngombe que nous avons connu, que j'ai connu, et un certain nombre que je connais moins. Mais Jean-Pierre Ngombe, en tout cas, pour nous, pour moi, c'est celui qui va marquer mon esprit. Je liste très vite ceux qui ont servi Marien Ngouabi comme ministre de l'Intérieur: Alfred Raoul, Dieudonné Itoa, Marien Ngouabi lui-même, Charles Siana, Louise Atonga, Denis Sassou Nguesso, qui ont été des ministres de l'Intérieur. Mais le fondamental chez Marien Ngouabi, c'est d'avoir transformé la GMNR à l'UGC, Union des jeunesses socialistes congolaises. Monsieur Sir Makosso, nous avons grandi avec la loi des pionniers. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Sir. C'est ce que nous lisions pratiquement. C'est ce que nous lisions pratiquement chaque matin lorsqu'on venait à l'école. La loi des pionniers. Le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse dans tous ses actes. Il obéit aux ordres du parti. Il y avait 10 articles. Hein, je ne veux pas lister parce que c'est une émission, ça va être long. Les Congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la loi Portela avait mis l'accent sur la moralité, l'encadrement des jeunes et autres, leur éviter des déviances, autant la loi des pionniers, dans un processus révolutionnaire, il faut souligner là-dessus, dans un processus révolutionnaire, Marien Ngouabi a voulu matérialiser cela en faisant en sorte que le jeune soit à l'image de lui-même Marien et de lui-même et de la révolution. Bon, c'est vrai que après on commençait un peu à glosser là-dessus parce qu'on disait si Marien Ngouabi aime les femmes, nous aussi on va aimer les femmes comme Marien Ngouabi. Bon, les Congolais à l'époque avaient beaucoup ce côté humoristique. Mais c'est quelque chose qui est resté dans la conscience collective des jeunes de l'époque. Monsieur Sir Makosso, en dehors de ça, la devise de l'UGC, et c'est là où il faut maintenant commencer à nuancer. La devise de l'UGC, c'était production. Là encore, c'est bien. La jeunesse doit produire. Discipline. La jeunesse doit être disciplinée. Et à la fin, fusil. C'est-à-dire que dans le cadre du processus révolutionnaire, celui qui n'est pas dans le processus révolutionnaire pouvait être abattu. Voilà la nuance qu'il faut faire. Mais dans le cadre de l'époque, dans le contexte de l'époque, la guerre froide, ça pouvait s'expliquer et dans le cadre de la régulation politique de l'époque. Maintenant, en dehors des leviers institutionnels,
il y a des leviers de sociabilité, M. Sirmakoso. On l'a dit tout à l'heure avec Massamba Deba, sous Mariam Gwabi, regardons le problème d'abord au niveau du sport. Mariam Gwabi a hérité de ce que le président Massamba Deba a eu à faire. D'où, sous Mariam Gwabi, nous sommes le seul pays, nous sommes là, c'est sous Mariam Gwabi que le Congo, j'avais oublié de brancher mon truc. Excusez-moi, M. Sirmakoso. Voilà. C'est sous Mariam Gwabi que le Congo va gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 72. Sous Mariam Gwabi que le Congo va gagner la Coupe d'Afrique des clubs champions, M. Sirmakoso. Et je peux vous dire que moi qui suis le produit de la République, un des produits de Mariam Gwabi, mon père était entraîneur de Kara à cette époque-là. Vous voyez l'ambiance de cette époque. Donc, nous, en tant que jeunes, l'école était gratuite, les familles étaient équilibrées, les rares familles où tu ne trouvais pas un travailleur ou un fonctionnaire sous Mariam Gwabi. Et même dans l'informel, Mariam Gwabi, sous la politique de Mariam Gwabi, on s'arrangeait à ce que, même dans l'informel, ces familles soient protégées. Et je me souviens encore de nos mamans maraîchères à Brazzaville. Je parle de Brazzaville parce que toi, tu pourras apporter des éléments sur Point Noir. Mais je parle de Brazzaville parce que j'ai vécu sur Brazzaville. Et les maraîchères, c'était précieux pour Mariam Gwabi. Et donc, l'école, la famille d'abord, l'école, et le sport, et tout ce qui tournait autour de la jeunesse. C'est-à-dire les lieux de loisirs, les cinémas, quelqu'un le disait tout à l'heure. Nous, à cette époque, on avait Vogue, on avait Star, on avait Rio, ceux qui étaient et autres. Mais M. Sirmakoso, la loi portée là s'appliquait. Hein. Je prends le cas du cinéma. Au cinéma, tu y vas, mais tu vantes, comment on dit, la matinée. Tu ne vas pas faire soirée. Parce que, pourquoi? Si tu fais soirée, tu vas tomber sur qui? Sur la milice populaire. Pas la milice qui a été créée sous Massamba Deba, elle a pris une autre forme sous Mariam Gwabi. On appelait ça la milice populaire. C'était n'importe qui pouvait, adultes comme jeunes, intégrer la milice populaire dans les communes. C'était pour faire des patrouilles contre la révolution, contre les contre-révolutionnaires. Mais en même temps, elle a pris les attributs de sociabilité, de moralité, de lutter contre la délinquance juvénile. Ce qui fait qu'on te trouve à 20h si t'as pas on t'emmène pas pour te tuer, non. Tu vas faire la ronde avec les miliciens dans tout l'arrondissement et le soir et vers 1h du matin, vous vous retrouvez à la maison commune de Poto-Poto pour ce qui nous concerne. Et le matin, les parents venaient te chercher. Mais si tu arrives à la maison, au Kozwa, Fimbo, Yagosakanate, Fimba Gosakanate. L'école, M. Sirmakoso, je prends encore un exemple pour être concret. L'école était tellement bien organisée que les parents pouvaient recevoir ton instituteur. Moi, mon instituteur au C2, paix à son âme, le vieux Olingu, était reçu par les parents une fois tous les trimestres pour savoir les il fait des conneries ou pas. Voilà, sire. Tout était organisé. Et à cela, en dehors du football que j'ai dit, d'autres sports, l'athlétisme et autres, le Congo a gagné pas mal de compétitions. Donc, tous ces lieux de sociabilité, le théâtre s'effrade. Monsieur Sirmakoso, nous qui voulons frimer un peu, bon, pour impressionner ta copine, tu ne l'amènes pas dans un boui-boui bizarre. D'ailleurs, c'était interdit de rentrer dans l'Enganda. Tu l'amènes au Cefrad, c'est en ville, tu os frimés. Tu l'amènes au cinéma Vogue, aux frimés. Voilà, sire, les leviers de sociabilité, les leviers institutionnels qui ont permis à ce que la jeunesse sous Mariam Gwabi était une jeunesse politisée au sens noble du terme. Au sens noble du terme. La nuance, ceux qui étaient des contre-révolutionnaires étaient traités de manière un peu dure. Maintenant, comme j'ai dit tantôt sur Massamba Deba,
la régulation politique était circonscrite. Par exemple, les Maputa Polo, qui s'occupaient de la jeunesse, et pendant les événements de 72-71, beaucoup de jeunes ont été tués pendant les affrontements. C'est pas comme on entend ici, ah non, c'était des bases, comment ils appellent ça là, des bases je sais pas comment. Opérationnelles. Opérationnelles, non. Kinganga, paix à son âme, il s'est retranché avec des jeunes. Malheureusement, lors des affrontements, il y a des morts. Diawara et le pire de ce qui s'est passé avec le lieutenant Diawara, c'est lorsque son corps a été traîné dans toutes les rues de Brazzaville jusqu'au stade de la Révolution. Juste ça. C'est là où... Oui, juste ça. En fait, on reviendra sur Diawara spécifiquement, notamment cet épisode sous-marin. On va d'abord explorer les autres parce que là, on a cherché des parallèles sous Massamba Deba, l'État qui exécute. Et là aussi, on va voir le même arrière, en fait, il va avoir à ce moment-là 2 actes différents. Il va laisser Kolela qui, lui aussi, on voit une population en liesse qui demande à ce que ça soit exécuté. Tout à fait. Mais il va l'épargner. Mais c'est le même aussi qui va prendre les corps de Bidier et Iloki et Diawara, où on va les exposer. On va revenir sur ça. Alors, on va rester sur Marien. Marien arrive, il hérite quand même d'un tissu industriel qui a été mis en place par Massamba Deba, qui va permettre en fait de donner cette espérance à la jeunesse congolaise d'un emploi qui est pérenne. Or, il y a parmi les personnes qui nous suivent Victor Makosso, qui dit que c'est sous Marien que le tissu industriel tissé par Massamba Deba va connaître en fait des difficultés avec les cadres rouges et révolutionnaires, et ce tissu industriel a été complètement déchiré, donc créant là aussi une jeunesse qui a du mal à s'insérer par l'emploi. Oui, c'est sous Marien que le tissu industriel a commencé à se péricliter. Mais il faut dire 2 choses. Marien Ngouabi a eu, dans un contexte de guerre froide de plus en plus dur, a eu affaire avec l'impérialisme français, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Marien Ngouabi a eu affaire à je ne sais pas combien de coups d'État. Et l'erreur de Marien Ngouabi, c'est d'avoir été dogmatique. C'est quoi le dogmatisme? Il croyait, c'est ce que le président Yumbi appelait les certitudes de jeunesse, de manière dogmatique que le parti devait diriger l'État. Un exemple simple, c'est ce qu'on appelait la trilogie déterminante. C'est ça qui a tué les entreprises congolaises. La trilogie déterminante, c'est le chef du parti, par exemple à Hydro-Congo, qui devient pratiquement le président du conseil d'administration. Pourquoi Hydro-Congo, Mafimba? Pourquoi Hydro-Congo? Mais parce qu'on nous dit, et vérification faite, que c'est le vieux Maurice Nguesso qui était pratiquement le président du conseil d'administration. Parce qu'il était le chef du parti à Hydro-Congo. C'est l'exemple qui nous revient souvent pour montrer le côté anachronique de ce dogmatisme de Marien Ngouabi, qui croyait qu'il pouvait transposer ses convictions politiques sur ses camarades, membres du parti politique. Il suffisait d'aller lire le livre de Mao, le livre de je ne sais pas quoi, de Kim Il-sung, et tu te retrouves dans une société et tu commences à diriger un conseil d'administration d'une société. Mais qu'est-ce que tu connais de la gestion d'une société? Et comme ça, Marien Ngouabi s'est retrouvé dans une situation où les fameux camarades membres ont amené toutes les entreprises quasiment à la faillite, à cela accompagné bien entendu par l'impérialisme français qui avait besoin d'asphyxier financièrement Marien Ngouabi. Mais je pense rapidement, juste l'expression trilogie déterminante, ça veut dire quoi, Guy Mafiba? Pardon. La trilogie déterminante, c'est ce qu'on appelait les 3 co. Oui. La co-gestion des entreprises, la co-détermination, on doit se déterminer dans une collégialité, et la co-décision. C'est ce qu'elle appelait la trilogie déterminante, qui a été un véritable venin pour ne pas avoir dissocié cette affaire de trilogie déterminante dans le cadre du parti. On l'a mené dans l'appareil économique et ça a été un véritable fiasco. Je vais vous prendre encore un exemple
pour montrer de façon criarde ce que ça a été comme dégâts. Yombi Opango, par exemple, est viré du comité central. Pourquoi? Parce que Mariam Gwabi, il va à Ouando, comme ils avaient des villas mitoyennes, il rentre dans la... Il avait des petits soucis dans sa propre salle de bain. Il va dans la salle de bain du président Yombi et découvre une glace qui avait des dimensions pour lui bourgeoises. Et ça arrive au comité central. Yombi Opango est viré. Donc, on avait comme ça des considérations complètement subjectives, on dirait même primitives, mais dues au dogmatisme du président Mariam Gwabi, qui a fait confiance à ses camarades membres, qui étaient en réalité que des imposteurs, des incompétents, et on pourra dire même des délinquants économiques. Voilà. Et la deuxième raison, oui. Non, avant, on va revenir un peu sur cette anecdote parce qu'on en rigole, mais ceux qui vont nous comprendre. Donc, Mariam Gwabi arrive à Ouando, il avait besoin d'aller faire pipi et il va donc dans les toilettes de Yombi Opango. donc il arrive là, il trouve une glace un peu éclairée avec des ampoules autour et Yombi a mis Ngambo. C'est un peu ça en fait, juste pour caricaturer plus ou moins. On en rigole, mais on voit à quel point ces gens étaient intègres. Mariam Gwabi était un homme de conviction. C'est-à-dire que pour lui, la bourgeoisie ne pouvait pas être dans l'assiette ni dans la maison. Et Yombi Opango, lui, il est rentré de Moscou comme attaché militaire. Il est chef d'état-major et autres. Mais il se rend compte qu'à Moscou, là-bas, qui est le temple même du communisme, mais les oligarques prenaient leur champagne. Et quand il arrive à Brazzaville, il dit, mais les gars, mais on est en train de nous mentir. C'est pas ça le communisme. Donc moi, je continue, c'est un ancien Saint-Syrien, à mener une vie relativement au regard de mon statut. Oui. Mais les gens qui faisaient comme Marien, mais les Denis Sassou Nguesso, là, c'est les Denis Sassou Nguesso qui se prenaient pour des grands révolutionnaires. Aujourd'hui, ils sont devenus des gros bourgeois qui ont acheté des maisons partout, qui organisent des fêtes. Donc, il va à Ouando, il a des petits soucis dans sa douche, ils ont des villas mitoyennes. Il dit, moi, je vais aller chez mon frère pour aller prendre ma douche, très certainement. Et quand il rentre, il voit le cadre, et il dit, mais ça, c'est un cadre bourgeois. Ce n'est pas Yombi qui m'explique, c'est Raymond Dombi. Nous sommes au Burkina qui me l'explique. Il me dit, tu sais pourquoi ton chef a été viré du comité central pour une glace? Bon, avec le recul, lorsqu'on voit ce que les gens qui roulent avec des 4x4 de 100 millions, 120 millions, au moment où le Congo, les gens crèvent de faim. Voilà l'erreur du président Mariam Gwabi, erreur. Voilà ce qu'il a subi comme trahison. Comme trahison à l'égard de ceux qui l'accompagnaient, mais pas avec conviction. Monsieur Semakosso, vous avez eu bien raison d'évoquer ce problème. On va y revenir parce que je tiens à faire une allocution solennelle sur Mariam Gwabi. Vous savez que Mariam Gwabi a été décoré à titre posthume. Il a eu la plus grande décoration angolaise. La plus grande décoration angolaise. Ça s'est passé il y a 2 jours, 3 jours, lors de leur congrès du MPLA. La plus grande déclaration honorifique de l'Angola. Il n'y a pas eu la présence ni du ministre des Affaires étrangères du Congo, ni aucun dirigeant du Congo était à cette cérémonie. Vous voyez bien que ce monsieur était aux antipodes de ceux qui aujourd'hui parlent de Mariam Gwabi. Et je termine en disant, j'interdis, je vais prendre une allocation, je vais faire une allocation solennelle au petit tard mercredi, j'espère que vous me donnerez. J'interdis aujourd'hui aux membres au PCT d'afficher la photo de Mariam Gwabi dans leur congrès et autres. Je les ai interdits parce que ce qui s'est passé à Luanda, c'est un scandale. Voilà ce que je voulais dire pour clore cet épisode. Merci Guy Mafimba pour ce rappel historique parce que l'histoire du Congo reste marquée par des contentieux, mesdames, messieurs, tel que vous le suivez en ce moment, puisque nous évoquons cette jeunesse. Alors Guy Mafimba, on va rester sur Mariam Gwabi, va quand même connaître aussi, je dirais, un exercice politique assez mouvementé. Hein. Il y a des jeunes qui sont bouillants. On a parlé tout à l'heure de Siroko, on va parler par exemple aussi du Diawara, qui vont mener en fait un maquis en 72 et on voit leur corps, notamment cette image qui est restée dans les annales
de l'histoire du Congo où on voit ces corps qui sont exposés en même temps. Alors, Guy Mafimba, quand on voit ça, et on est sous Marien Ngouabi, or, aujourd'hui, la DGSP nous sert quasiment la même chose. La même chose. Vous avez des hommes et des femmes qui sont tués, abandonnés sur les routes. C'est une chose. Mais le spectacle macabre auquel nous assistons aujourd'hui à Pointe-Noire, où un jeune a été tué depuis 3 jours, son corps est exposé au rond-point de Tiétié. Là aussi, on va juste faire aussi un bond pour montrer que cette histoire continue de bégayer. Est-ce qu'on arrive à tirer des leçons dans cette histoire? Non. Et c'est avec beaucoup de solennité que je l'ai dit aussi à Makosso, parce que je peux vous dire que les corps de Ange Diawara, Ikoko, Luka et les autres sont passés à la Ville de France. J'étais encore tout gamin, adolescent. Je me souviens, on a couru, parce qu'on n'était pas loin de la grande avenue de France, là, et c'était dans un gros bahut. Monsieur Cyr Makosso, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette image-là dans ma tête. J'ai cette image dans ma tête. Pourquoi? C'est un traumatisme. Mais vous comprendrez, votre expression de l'évangile de la mort continue à me tarauder l'esprit, c'était vraiment à bon escient. Monsieur Cyr Makosso, il faut comprendre une chose. Diawara est livré vivant au Congo, à la demande du président Marien Ngouabi. Là, je vous parle là avec ce que j'ai eu à lire et a eu comme indiscrétion de celui qui n'est pas n'importe qui était l'aide de camp du président Marien Ngouabi, qui s'appelle le général, aujourd'hui, général Emmanuel Goulondé. C'était son aide de camp. Donc Ngouabi, nous sommes à Brazzaville, a demandé, Diawara encore dans les forêts, il a demandé à ce que Diawara rentre. Il ne lui arrivera rien. Il se retrouve à Kinshasa, il est livré vivant. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais on sait qui a exécuté Diawara et ses compagnons. Et contrairement à ce que les gens ont pensé, là, il n'y avait pas de tribalisme. Hein. Ikoko est de Makwa. Diawara est du Poul. Oluka était de Wando. Donc la cuvette, ce n'était pas un truc tribaliste. Mais les gens qui ont exécuté Diawara et Ikoko et Oluka et aller les mettre dans une fosse commune, ce sont les mêmes qui aujourd'hui continuent à pérenniser l'évangile de la mort. Et M. Cyr Makosso, pour dire encore la dernière chose que je dis sur ce dossier, oui, ces corps ont circulé dans tout Brazzaville. Adolescents, on a vu ça. Mais ceux qui étaient au cœur de ce dispositif te diront, mais même lui-même, Marien Ngouabi, comme je disais tantôt, a été embarqué en faisant confiance à ses compagnons d'armes à cette époque, quand il se retrouve au stade de la Révolution. Et c'est ceux-là qui ont tué, et c'est les mêmes qui ont exposé ces corps-là. Mais avec les mêmes intentions, les mêmes buts de terroriser. Et vous avez dit, tu as dit, Cyr, l'histoire bégaye. On retrouve les mêmes modes opératoires. Ça veut dire quoi? Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ça veut dire quoi? Les mêmes acteurs qui ont inoculé ce venin de l'évangile de la mort dans notre pays depuis les indépendances continuent à le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont en train de transposer ces modes opératoires macabres à leurs compagnons, à leurs collaborateurs. D'où, M. Cyr Makosso, la solennité que j'ai voulu prendre lors de cette émission pour attirer l'attention des Congolais. Que, attention, nous sommes en train de rendre notre pays, nous sommes en train d'animaliser notre pays, de rendre notre pays un pays bestial, un pays où va régner l'état de nature. Il faut arrêter ça. D'où les églises, les intellectuels, les politiques, toutes les forces vives de la nation, de la diaspora comme du Congo-Brazzaville se lèvent pour dire attention, personne ne peut accepter ne peut encourager ce que font les Koulouna. Je vais un peu vite en besogne. Mais ça là,
Si l'État commence à se comporter ainsi, sachez que demain, ils feront pire. La preuve en est, ils ont fait ça en 72. Nous sommes aujourd'hui encore en 2025. Combien d'années après? Ils reproduisent les mêmes effets. Et moi, Guy Mafimba, qui a vu ces corps-là, je peux vous dire que je suis traumatisé. Combien de fois les enfants qui sont en train de voir les corps depuis Brazzaville, à Pointe-Noire, qu'on expose, qu'on laisse là pendant une journée, le sang qui coule, qui gicle. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes-là demain pour construire la nation? Ça sera la catastrophe. Guy Mafimba, on parlait de ce mode opératoire. C'est vrai que 53 ans après, quasiment, on retrouve. 53 ça veut dire que, oui, cela signifie qu'en fait, c'est le temps qui est maître de tout. On a eu l'impression que cela était passé, mais on voit très bien que 50 ans après, on reproduit quasiment les mêmes modes opératoires en exposant les corps. Sur ce que l'actuel général Oboa et ses hommes font à travers les grandes villes du Congo. On ne sait pas, d'ici peut-être encore 50 ans, s'il n'y aura pas d'autres qui vont reproduire les mêmes choses. On sera surpris de le voir alors que notre histoire nous a déjà produit, Guy Mafimba, les mêmes exactions, les mêmes choses. Et le comble, il faut le dire ici, c'est qu'on n'en tire pas des leçons. Guy Mafimba, restons en fait sur ce volet des leçons à tirer. Une fois que Marien Ngouabi passe avec ce que nous constatons, un homme arrive, chercher Yombi Opango, ça va être très très vite, hein, et on se retrouve, parce qu'il n'a pas le temps de, je ne sais pas s'il a eu le temps de mettre en place un certain nombre de choses, Guy Mafimba. 3 éléments. Il a mis trois choses en place et la trilogie déterminante. Il est tombé à cause de ça. Quand il est arrivé, il a voulu mettre un terme à ça dans le cadre institutionnel. Il a dit, écoutez, tous les révolutionnaires là, votre histoire d'aller faire la révolution dans les entreprises, c'est fini. Vous devez le faire après le boulot. Voilà une des raisons de la chute de Yombi Opango. Parce qu'il estimait que l'une des raisons de la faillite des entreprises, c'était ces conseils d'administration qui étaient gérés par des non-spécialistes. Première chose. Deuxième chose, l'école. Il s'est appuyé sur l'école. Parce que sous Massamba Deba, Marien Ngouabi, le clientélisme politique avait pris le pas sur le mérite. Marien Ngouabi, on est passé très vite, mais sous Marien Ngouabi, par exemple, l'UGC, il y a des bourses qui étaient maintenant privilégiées pour... Il faut être à l'UGC pour avoir une bourse moyenne. Et ça fait baisser le niveau de notre pays. Le mérite n'était plus au rendez-vous. Toujours au niveau de l'UGC, dans les internats, c'était les membres de l'UGC qui avaient le monopole pour donner tel ou tel studio à telle ou telle fille parce que des fois, ils couchent avec. Donc, il y avait un véritable clientélisme politique qui ne disait pas son nom. Ici, en France, moi, j'arrive en France, on nous coupait la bourse. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas membre de l'UGC. Parce que moi, je n'ai jamais été membre de l'UGC. D'ailleurs, Oba Pounou, on a oublié de le dire, Oba Pounou, quand il était, on va y arriver avec Sassou, là, camarade membre, on le contestait. Deuxième chose sur Yombi Opango, c'est ça. Et troisième chose, ça c'était important, pour redonner la qualité à notre école. Vous savez que Yombi Opango a suspendu des baccalauréats. Parce qu'il y avait trop de tricheries. Parce que sous Marien Ngouabi, on avait pris le soin de dire quelqu'un passait avec 6 forts ou 7 forts. Yombi dit non. Non. Ou il n'en a pas. Et au cours d'une preuve de bac, il a suspendu. Il a dit j'annule tout. Les gens doivent répondre parce qu'il y a eu trop de tricheries. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, un jeune, c'est la famille. Un jeune, c'est l'école pour son épanouissement, les loisirs et autres. Et un jeune, c'est l'insertion professionnelle. Comme il n'y avait plus d'entreprise, mais c'est Yombi Opango qui a tenté à travers la trilogie déterminante, je veux dire, pour redonner un autre visage à nos sociétés, les faire remonter. Mais surtout, il s'est attaqué à cette économie informelle qui avait été prise en otage par les étrangers, avec cette opération de réguler l'immigration dans notre pays et donner aux Congolais la possibilité d'avoir des boutiques. On appelait ça les BCM. Oui.
boutique Congo Moyibi. Non. Yombi a dit non, mais c'est votre pays, organisé. Je vous donne les boutiques. Aujourd'hui, on avait dit Yombi a tout volé, mais au fait, il avait posé 3 actes qui étaient déjà très intéressants, mais malheureusement, les fameux révolutionnaires, des imposteurs révolutionnaires, il faut les appeler comme ça, ont eu raison de Yombi Opango pour le renverser. Alors, Guy Mafimba, l'un des révolutionnaires que tous les Congolais qui est encore en poste aujourd'hui, donc ça va être Denis Sassou Nguesso qui va prendre la main sur le pays. Sur Sassou 1, on voit très bien, le PCT est en forme, tout se passe quasiment bien. On se rend aussi compte que la jeunesse applique les 10 commandements du camarade Marien Ngouabi. On voit les émulations un peu partout, une école qui fonctionne, un taux d'alphabétisation très élevé et tout ça, Guy Mafimba. Qu'est-ce qu'on reprocherait à Sassou 1 par rapport à la jeunesse, notamment sur ces volets de délinquance et criminalité? Que fait-il concrètement pour que ces aspects puissent plus ou moins être jugulés ou conjurés ou sinon minimisés? Denis Sassou Nguesso surfe sur l'aura, la notoriété de Marien Ngouabi comme étant le véritable digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Marien Ngouabi pour se débarrasser de Yombi Opango, considéré comme le bourgeois depuis à l'époque. Ça, c'est de 1. De 2, il s'installe, je peux te dire, Sir Makosso, c'est nous autres là, on était jeunes à l'époque, politisés, nous sommes partis casser les maisons des collaborateurs de Yombi Opango. À tort, malheureusement. Parce qu'on nous avait dit qu'il avait trahi la révolution. Donc, Denis Sassou Nguesso se met dans la casquette du révolutionnaire. Je me souviendrai toujours de son 2 discours. Je suis encore très jeune, à la maison commune de Poto-Poto, avec son treillis haut de révolutionnaire, et au boulevard des Armées. Et il avait dit une chose par rapport à la jeunesse. Et je veux lui répéter, taguez-moi le président Denis Sassou Nguesso. Il avait dit quoi? L'armée doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Parce qu'on avait estimé que Yombi était dans un régime assez où les militaires faisaient un peu tout. Ils sont tapés, mais parce que les militaires étaient devant nos écoles. Hein. Tu viens en retard, le professeur, tu ne rentres pas. Un élève sous Yombi, j'ai oublié ça, tu ne peux pas traîner à l'heure des cours dans un jardin public. On t'embarque. Voilà. Et donc, il a surfé sur ça. Et il bénéficie de ce qu'on appelle un boom pétrolier. Denis Sassou Nguesso. Alors que Marien, une fois qu'il a bénéficié du boom pétrolier, et 2 ans après, a été renversé. Yombi, l'asphyxie financière. Donc, avec ce boom pétrolier, on partait du principe que lui, qui est révolutionnaire, il aurait pu tout simplement s'inscrire, s'il était véritablement conscient du fait que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, il aurait pu s'inscrire dans ce cas laissé Youlou, Massamba Deba, Ngouabi et Yombi. Bien entendu, le fameux programme triennal et autres, il se lance là-dessus, Sir Makosso, très vite. Et patatras, je pense que ça doit être la 3e bascule au regard de la problématique avec la jeunesse. Le pays se retrouve à sec. Parce qu'il n'y avait pas eu la qualité de la dépense. Les investissements qui ont été faits à travers ce fameux boom pétrolier n'ont pas été productifs. Et la corruption aidant, on se retrouve avec un programme d'ajustement structurel. Que les Congolais écoutent bien. On dit programme d'ajustement structurel. C'est-à-dire que la structure économique du Congo doit être refondée de fond en comble. Et le FMI, quand il vient, il n'a rien à foutre, passez-moi le terme, sur vos questions de santé, d'éducation et autres. Or, M. Sir Makosso, on a dit tout à l'heure, en revisitant l'histoire, que pour qu'une jeunesse soit une jeunesse qui contribue au développement d'un pays, il faut un cadre familial sain, il faut des écoles de formation et autres véritablement fiables et surtout des entreprises pour s'insérer dans le milieu professionnel. Or, le programme d'ajustement structurel, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des coupes. Et les coupes, c'est quoi? L'école, la santé, les entreprises
et autres. Et les familles qui se sont retrouvées au chômage, le tissu familial est désintégré. Monsieur Cyr Makosso, selon mes analyses, nous sommes là à un point de bascule où la délinquance juvénile a commencé à prendre forme dans notre pays. Où le milieu juvénile a commencé à aller des marginaux, comme jusqu'à Yombi, à une densité beaucoup plus forte des jeunes qui se retrouvent sans emploi, sans être scolarisés et qui commencent à prendre le chemin de l'exil. Et surtout, ceux qui sont en formation ne rentrent plus. Voilà ce qu'on peut dire sur la responsabilité de Denis Sassou Nguesso à cette époque-là, parce qu'il y a eu 2 programmes d'ajustement structurel. En 85 et le programme d'ajustement structurel renforcé en 87. Et de tous ces programmes, il a échoué, il n'a jamais réussi à réaliser un seul programme. Jusqu'à ce qu'on arrive en 90 avec la conférence nationale où l'une des recommandations, l'une des constats, on avait démontré que 1, le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitants, et 2, le Congo est un pays sinistré, et 3, le Congo on peut engranger plus de 3000 victimes dues à des violences. Donc, voilà les 3 éléments réunis qui montrent à suffisance que nous étions à un point de bascule, notamment à travers cette entité jeune qui s'est de plus en plus détachée de son rôle d'être une entité qui devrait contribuer au développement de notre pays. Guy Mafima, pourtant, on le sait bien, quand Denis Sassou Nguesso arrive, jusqu'au début des années 90, la milice est présente pour appliquer la morale du pionnier, pour continuer en fait à être vigilante dans cette milice. Le soir, on ne sort pas, on applique plus ou moins les choses. On va maintenant arriver, Guy Mafima, dans les débuts des années 90 avec la perestroïka qui va nous amener cette démocratie. Lissouba arrive au pouvoir. Et là, vous parlez de basculement, on va constater que ce qu'on a vu sous Massamba Diba dans les années 60, notamment la mise en place des milices de la défense civile, on va voir que Bernard Kolela, qui a eu la vie sauve grâce à Marien Ngouabi, on va se retrouver avec Pascal Lissouba qui rentre d'exil et des acteurs qui étaient présents et omniprésents dans les années 60 comme Martin Berry. On va revoir donc ces milices qui vont entraîner la jeunesse congolaise, Guy Mafima, dans un basculement qu'on n'a pas pu récupérer jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait, vous avez bien résumé. 90, pluralisme politique, dont on n'a plus une jeunesse, des partis uniques. On a plusieurs jeunesses. Donc, chaque parti politique a sa jeunesse. L'UPADES, sa jeunesse, le MCDDI et le PCT. Et ces jeunesses-là, qui hier étaient des jeunesses politisées au sens noble du terme, qui se battaient dans les contradictions idéologiques et doctrinales. En 90, ce sont des jeunesses qui sont instrumentalisées par les mêmes acteurs politiques des années Youlou, Massamba Diba, voilà. Oui. Sous Lissouba, vous allez retrouver les Mbéry Martin, qui étaient déjà de la défense civile et autres, dans les GMNR. Sous Sassou, vous allez retrouver les Noumazalaï. Sous Kolela, vous allez retrouver un certain nombre de cadres qui étaient déjà à cette époque-là. Et ces 3 figures reproduisent quasiment le scénario des années Youlou, Massamba Diba, mais sous une autre forme. Mais il faut apporter des circonstances atténuantes à Pascal Lissouba. Moi, je n'indexe pas Pascal Lissouba, je ne veux pas le mélanger dans ça. Pourquoi? Pascal Lissouba est élu démocratiquement en bonne et due forme. Les juristes, Brice Landry-Decaux a raison de dire qu'il faut un jour fermer la fac de droit. Les juristes ont été incapables d'interpréter une disposition de leur propre constitution. On se retrouve à une guerre civile. Pascal Lissouba, qui vient d'arriver, il n'a pas la maîtrise de l'armée. Pascal Lissouba, qui vient d'arriver, on lui impose quasiment une guerre. Kolela, qui se retrouve avec Sassou,
avec l'instrumentalisation politique du président, paix à son âme, de mon vieux Noumazalaï. Et Pascal Lissouba est entouré de qui? Il venait d'arriver de France. Il est entouré des caciques, des comploteurs et autres. Et on a oublié un nom du côté de Sassou. C'est qui? C'est Ndalagaï. On a oublié les Ombessa qui étaient là déjà. Et donc, ils ont reproduit les contentieux historiques qui n'ont pas été soldés. Et Pascal Lissouba se retrouve avec Mbéry, qui, au lieu de renforcer l'armée qui était restée fidèle à Pascal Lissouba, pas du tout, il va aller créer sa réserve ministérielle sur une connotation ethnique prononcée. Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer ses cobras. Il va faire en sorte de donner des armes à Kolela, qui va créer ses ninjas. Et on se retrouve avec une jeunesse instrumentalisée, droguée et déscolarisée. Monsieur Cyril Makosso, la déscolarisation commence depuis les années 85. Voyez-vous? Donc, là, ils sont à presque 20 ans. Ces jeunes n'ont pas été beaucoup à l'école. Ces jeunes n'ont pas de boulot. Donc, facile pour eux, pour ces dirigeants politiques. Je ne parle pas de Lissouba, parce que je peux vous donner l'anecdote où Lissouba n'était pas tellement d'accord avec ces histoires de réserve ministérielle. Mais le temps est imparti, on ne peut pas aller dans les détails. Donc, voilà comment ces jeunes sont drogués, on leur donne des armes, et d'où ces fameuses milices, et d'où la matérialisation à travers cette bascule, troisième bascule, de ce que Alain Okwala a dit de manière tout à fait prophétique. La jeunesse est devenue le bétail politique des hommes politiques, des cadres politiques, un certain nombre. Et mieux, c'est là où on laisse éclore les enfants soldats, Sir Makosso. Les enfants soldats qui ne se battent pas pour une idéologie, mais qui se battent pour quitte-toi que je m'y mette. Voilà comment le président Pascal Lissouba tombe sur cette criminalité et cette délinquance juvénile qui s'impose à lui alors qu'il vient d'arriver. Maintenant, quelle a été sa réaction par rapport à ça? Sir Makosso, c'est toujours intéressant d'écouter ceux qui ont bénéficié, malgré le contexte de Pascal Lissouba en tant que chef de l'État. J'ai vu beaucoup de jeunes que le président Pascal Lissouba, parce qu'on a détruit pendant les événements de 92-93, on a détruit les facultés, ils se sont retrouvés où? Au Burkina, au Togo et autres, parce que pour le président Pascal Lissouba, c'était son orientation. C'est la technologie, il faut maîtriser les technologies de l'information et de la communication. Voilà, pour arriver au développement. Donc, comment il réagit? Et là, il faut parler du président Yombi Opango. Et c'est important. On n'a pas vu sous Pascal Lissouba, au regard de la criminalité de la délinquance juvénile, sortir sa garde présidentielle pour aller arrêter les gens dans la rue. C'est le ministre Mbéry, puis surtout Bikikita, un Saint-Syrien, paix à son âme, qui ont activé une doctrine sécuritaire en respectant les lois et les règlements de la République pour aller traquer ces criminels. Mais, M. Cyril Makosso, nous avons un témoignage éloquent pour expliquer comment aujourd'hui on parle des Koulouna, mais les Koulouna sont nés depuis Lissouba, qui, Idever Moigny, est venu faire un témoignage éloquent dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pendant Lissouba, nous avons créé des groupes qui braquaient, qui tuaient, et on partait se réfugier où? En Pila. Donc, le mode opératoire qu'on a parlé sur Diawara, on voit bien que le mode opératoire de Koulouna, quand on a dit, lorsque l'opération DGSP s'est créée, on a dit attention, les Koulouna, c'est une création du pouvoir, on nous a crié, on nous a traité de tous les noms. Mais personne ne se souvient ou ne veut se remémorer ce qu'a dit Idever Moigny, qui lui a valu la prison
et l'exil aujourd'hui. Voilà. Donc, dans lequel je parlais des circonstances atténuantes sous Pascal Lissouba. Donc là, le décor est planté. La jeunesse est maintenant utilisée, droguée pour conquérir le pouvoir. Et le comble, maintenant, on arrive en 97 avec cette conquête du pouvoir à travers une jeunesse embrigadée, droguée, déscolarisée, et on en a fait quasiment des monstres. Mais M. Cyr Makosso, ce qu'on voit aujourd'hui, là, on a vu en 92-93, moi, je n'étais pas à Brazzaville. On nous fait ah non, on a pilé les enfants et autres. Donc, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, où on tue, on martyrise sans se poser des questions. Mais ça a commencé dans les années 92-93. M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas se désolidariser, s'exonérer de cette responsabilité. Il ne peut pas. Alors, Guy Mafima, il faut dire une chose, c'est qu'on retrouve quasiment la même construction psychologique par rapport aux émotions qu'on a vues dans les années 90 et qu'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un récit, notamment pour que toute la nation puisse être solidaire aveuglement à l'opération de Serge Boa, c'est de dire qu'il y a une femme qui allait accoucher, on l'a éventrée, on a sorti l'enfant, et voilà ce qu'est le bébé noir. À l'époque, dans les années 90, quand cette crise s'installe entre Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, et aussi un autre acteur qui est Bernard Kolela, on a aussi ces récits des enfants qui sont pris, qui sont pilés, et à ce moment-là, cela exacerbe en fait une émotion qui va faire en sorte que les gens ne vont plus réfléchir et il faut se canarder par rapport aux armes. Guy Mafima, cette guerre de 97, on va avoir des jeunes, et notamment, certains d'entre eux sont en responsabilité aujourd'hui. Nous avons le général Oboa qui lui-même a eu un rôle, il était encore jeune à cette époque, il a eu un rôle très important dans les conflits, et on le retrouve aujourd'hui en train de reproduire d'une manière peut-être inconsciente les actes qu'il a vus, ou qu'il a vu poser, ou qu'il a posé lui-même aujourd'hui, Guy Mafima. Okay. Mais Cyr, le récit est récent, ce que tu viens de dire. Effectivement, ces fameux bébés qu'on aurait pilés, on n'a jamais eu le nom, l'adresse, jamais. Mais c'est ce narratif-là qui a permis Cyr Makosso. Et je le dis, je le souligne en rouge. Lorsque l'opération DGSP est arrivée, moi, il y a une maman qui m'appelle de Talangaï. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, papa, na 97 awa, papa Denis Sassou Nguesso alobi na biso, bopesa biso bana na bino babunda, soki te litubaya ko boma bino tuawa. Donc Sassou Nguesso a dû pouvoir akoma boma lisu bana na biso. Et les parents de l'époque ont facilement donné des enfants, encouragé des enfants à aller prendre des armes pour se battre contre le pouvoir démocratiquement élu du président Pascal Lissouba, avec ce narratif. D'où ce que tu dis aujourd'hui. On a éventré une femme pour gagner l'émotion des Congolais qui ne peuvent même plus regarder qu'est-ce qui se cache derrière cette opération. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Mais d'où viennent ces enfants? Non. Bobo Mabango. Cyr Makosso. J'espère que cette émission va attirer l'attention de beaucoup de nos compatriotes. Parce que nous avons eu un échange. Ce n'est pas un débat. Nous avons eu un échange. On a apporté des éléments. D'autres vont y contribuer. Mais ce que tu dis, Cyr Makosso, là, le général Serge Oboa, qui était déjà acteur sous Lissouba, aujourd'hui, il est un des acteurs principaux. Je pense qu'il doit se poser la question de savoir, est-ce que cette façon de faire participe à la construction d'un État-nation, ou cette façon de faire ne pourra que être la répétition des drames successifs dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas se mentir. La vérité n'a pas de temps, je le dis souvent. Aujourd'hui, 97 se passe. Vous avez dit 97, c'est quoi? 97, ce sont des enfants qu'on a commencé déjà à dresser comme des animaux dès 92-93, qui se retrouvent avec des armes en 97, des enfants soldats. Nombreux sont avec nous ici pour faire la guerre
et du côté de l'Issouba, aussi des enfants pour faire la guerre de Kolela et autres. On voit émerger ces milices. Le 15 octobre, Sassou prend le pouvoir. Mais lorsqu'il prend le pouvoir, Sire, il y a un acte qu'il pose. Sassou a quand même, le président Sassou a quand même demandé au sortir du 15 octobre qu'on aille piller Bakongo et Makelekele, qui ne le sait pas. Il y en a qui le disent. Ils sont partis piller. Donc, on a demandé aux gens de faire l'arbitraire. Et le même régime, les récalcitrants des Cobras ont été abattus comme des chiens. Passez-moi le terme. Donc, c'est quoi? On formate déjà toute une société à la violence. Ce que vous avez dit, l'évangile de la mort prend racine dès le départ dans ce nouveau régime qui vient d'arriver. Celui de Denis Sassou Nguesso en 97, le 15 octobre. Et nous nous retrouvons 28 ans après, mais en passant très vite, on a eu quand même 97, 98, 2000, les violences dans le Poul et autres. Imaginez une région comme le Poul, un département comme le Poul, la Bonza et autres, déscolarisés, toute une jeunesse déscolarisée autre, la drogue et tout. Bouf, 2002 avec 2009 avec les élections, il y a eu des violences. Et le comble, le summum des violences, c'est 2015, 2016, 2017, 2021. Si. Toute cette période-là, et 2021 avec la... Bon, vous voyez bien que durant tout son règne, ces 28 dernières années, non seulement les segments de ce que j'appelais tout à l'heure comment forger un jeune, l'école, les familles ont été détruites parce que l'économie congolaise est restée à péricléter. Donc les gens se retrouvent au chômage. Au Congo, il y a plus de casernes et de commissariats que d'entreprises. Les écoles ont été détruites. C'est là où on voit arriver les écoles privées et autres qu'on n'a jamais vues ailleurs. Beaucoup de parents ne peuvent pas aller envoyer les enfants à l'école privée et autres. Les écoles publiques ont été détruites. Elle n'est plus gratuite. L'université est détruite. Il n'y a plus de bourse. Les encadreurs, on n'en parle pratiquement pas. Bon, les questions de jeunesse, tout ce qui est loisirs, ce que j'appelais les leviers de sociabilité. Au Congo, aujourd'hui, on n'a pas de cinéma. Au Congo, aujourd'hui, on n'a plus de salle de théâtre. Au Congo, aujourd'hui, quels sont les lieux de loisirs? Sir Makosso, c'est l'antidote de la loi Portela. Tu vas retrouver les jeunes aujourd'hui dans les bars dancing, dans les hôtels de passe et autres. Donc, toute la loi Portela, l'antidote de la loi Portela, le contraire de la loi Portela, a été appliqué pendant 28 ans sous le régime de Denis Sassou Nguesso. Il a fait tout le contraire de ce que le président Youlou a eu à le faire. Donc, ça veut dire quoi? À travers ça, il a matérialisé l'évangile de la mort. D'où lorsque nous disons que les Koulouna sont les produits des 28 ans de politiques publiques du pouvoir PCT qui a échoué, voilà la réalité. Dites-moi comment on peut forger un jeune si la famille est déstructurée, comment on peut former un jeune si l'école est complètement à terre, comment on peut former un jeune s'il n'y a plus d'entreprise pour le recycler ou voilà, on ne peut pas. Alors, Guy Mafimba, il faut dire une chose, c'est que le mouvement auquel nous assistons aujourd'hui, notamment celui des Koulouna, va naître sous Denis Sassou Nguesso. Et en même temps, il faut quand même lui reconnaître le fait qu'il va en prendre conscience en mettant en place un certain nombre de dispositifs, notamment en 2001, il va avoir un décret qui va être pris et on va responsabiliser un homme, Adolphe Momaba, pour gérer cette question de délinquance juvénile. Il y a eu un dispositif qui a été mis en place, il faut le reconnaître. Et dans le traitement qui est prévu, on n'a pas ce volet répressif auquel nous sommes soumis aujourd'hui. L'État a bien conscience qu'il y a un problème avec une partie de la jeunesse qui est en train de dévier. On va mettre en place un cadre, on va désigner un homme avec un titre de haut commissaire Adolphe Mbomaba pour gérer la situation et comment comprendre qu'aujourd'hui, cette situation est échappée et à l'État lui-même, puisque Thierry Mongala l'a dit que l'État ne contrôlait plus rien.
Comment expliquer que Adolphe Mbaba, qui a bénéficié d'un accompagnement, notamment de la Banque mondiale d'autres institutions, n'a pas pu produire un travail qui permette à l'État de réguler cette situation pour que nous nous retrouvions aujourd'hui en dehors du cadre de préconisation qu'avait prévu M. Mboumaba et nous retrouver avec des jeunes qui sont canardés dans les rues, les corps exposés, laissés à l'abandon, maisons détruites, ce qu'on ne retrouve pas dans le cadre que l'État lui-même s'était donné pour gérer ce phénomène de violence climatique. Mais parce que l'État n'a jamais eu à faire comme ça. On a revisité l'histoire où Denis Sassou Nguesso est présent depuis pratiquement Massamba Deba, jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses l'une. Première chose, lorsque on responsabilise Mboumaba, et pour votre information, Mboumaba c'est un ancien de l'UGC. Il a été même, je crois, directeur au lycée technique. Donc avec un formatage qui est beaucoup plus clientélisme politique, lâche et moins intègre. Mais ce monsieur est payé par le Trésor public. Il fait un travail sous la tutelle du Premier ministre, Colline Makosso. Il produit un travail avec les partenaires multilatéraux, la Banque mondiale et autres. Et ce travail, est-ce qu'on l'a évalué? On ne sait pas trop. Et bouf, on se réveille un matin, opération DGSP, revendiquée par qui? Le président de la République. Guy Mafima, on va juste permettre, il faut qu'on dise aux gens qu'ils aillent chercher ce texte parce que on a l'impression que le gouvernement, tel qu'on le voit, n'a pas pensé. Il y a en fait, pour résorber ce phénomène de clown, le président de la République avait institutionnalisé un haut commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile par décret numéro 2021-487 du 5 novembre 2021, dont la mission essentielle consistait à mettre en œuvre des mesures et procédures d'inclusion, de collaboration en vue de la prévention, du traitement et de la réparation des violences et autres formes de délinquance juvénile. L'intention était bonne, ça date de 2021. J'ai dit 2001 tout à l'heure, pardonnez-moi, mais c'est 2021 que ce cadre existe. Entre 2021 et 2025, aujourd'hui, où on voit le général Oboa sortir ses hommes canardés, qu'est-ce qui a été fait de toutes ces bonnes intentions et de ce décret? Mboumaba, vous l'avez dit, il n'a pas travaillé tout seul. Il a bénéficié de l'expertise et d'un accompagnement financier par rapport à ce travail. Où sont les résultats? Qu'est-ce qui a été préconisé avant que nous nous retrouvions aujourd'hui avec, bien sûr, tout ce que nous constatons? Et il faut dire que avec l'appui du PNUD, il faut qu'on le dise parce que certains ne le pensent pas. M. Mboumaba a élaboré une stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile qui était centrée sur le point suivant. Une stratégie existe. Elle a été financée par le PNUD et elle est axée sur le point suivant. La prévention par l'éducation et la formation professionnelle. Le renforcement du cadre législatif, c'est-à-dire il fallait créer des tribunaux pour mineurs et des peines alternatives, et la création des centres de formation et de réinsertion avec suivi et évaluation. Tout ça, ça existe officiellement dans le cadre de cette stratégie qui avait été financée par le PNUD, qui a été proposée à au président de la République. Mais dans ces préconisations, il n'y a rien en termes d'exécution sommaire dans les rues. Il n'y a rien en termes d'arrestation arbitraire et de disparition forcée. Il n'y a rien en termes d'exposition des cadavres dans les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire. On se pose la question, on est sorti du cadre officiel qui a été proposé, un cadre officiel qui a été travaillé avec les institutions internationales, mais demain on interrogera le Congrès. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui? On est hors des clous, Guy Mafima. Mais si vous avez tout résumé, et ce serait intéressant après l'émission que vous publiez, que les Congolais viennent prendre connaissance. Comme ça, ils vont arrêter de penser que nous avons... Non, nous, on a fait le pari de l'intelligence. On ne veut pas faire le pari de l'émotion ou de la bêtise. Raison pour laquelle nous allons continuer à prêcher l'évangile de la vie. Ce que vous avez dit là, normalement, dans un pays sérieux, les deux chambres du Parlement auraient pu interpeller le Premier ministre.
le ministre de l'Intérieur et autres. Dans un pays sérieux, je me pose la question aussi sur le silence du PNUD et des organisations du système des Nations Unies. Parce qu'ils apportent leur expertise sur une situation qui n'est pas du tout matérialisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Sir Makosso, ce qui est le plus grave, c'est qu'à travers ce document que vous venez de mettre sur la place publique, que nous venons de mettre sur la place publique, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre véritablement que cette opération, c'est un agenda caché. Ça a un agenda caché, c'est quelque chose qui n'a pas été conçu dans le cadre républicain. Non, c'est quelque chose qui a été conçu dans une officie, dans une écurie, avec des objectifs bien précis. D'où lorsque nous disions que ils ont utilisé justement, tout simplement, l'agression d'un officier de la DGSP pour déclencher l'opération, on venait toujours nous dire le contraire. D'où lorsque nous disons, amenez-nous l'adresse, le nom de la personne ou de la dame qui a été éventrée pour éviter qu'on amène tout le monde dans l'émotion, personne ne pourra vous le donner. Monsieur Sir Makosso, on est en train là de faire une espèce de rebelote sur des modes opératoires qui n'ont fait que du tort à notre pays, mais surtout à une génération. C'est là où c'est plus grave. Que veut le régime de Denis Sassou Nguesso? Que veut M. Denis Sassou Nguesso? Si demain, l'avenir du Congo, c'est cette jeunesse, et cette jeunesse, vous avez endetté le pays jusqu'à je ne sais pas à quelle année. Cette jeunesse, vous êtes aujourd'hui en train de la détruire. Ce pays, vous êtes en train de créer une ambiance de terreur comme jamais on a vécu. Alors, dites-nous et disons aux Congolais, mais prenez conscience de cela. Ne passez pas votre temps à jeter l'opprobre sur la diaspora. La force de la diaspora, c'est juste de ne pas avoir le nez au guidon et de regarder les choses de manière scientifique, comme nous venons de le faire aujourd'hui. Comme nous venons de le faire aujourd'hui. Et je prends le pari, M. Sir Makosso. Aucun cadre du PCT n'aura le courage de venir débattre avec Guy Mafimba sur ces questions-là. Parce que autant nous avons montré que cette opération, c'est juste un agenda caché qu'on a matérialisé, qui n'a pas de cadre juridique, même sur le plan opérationnel, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Autant aujourd'hui, nous venons de démontrer que, bien entendu, le Congo que nous avons connu, contrairement à ce qu'a dit M. Denis Sassou Nguesso, n'a toujours jamais violenté sa jeunesse. Bien au contraire. Les régimes successifs ont tout fait pour que cette jeunesse soit véritablement l'entité essentielle pour le progrès et le développement de notre pays. Merci Guy Mafimba. Chers amis, vous avez constaté qu'on a grappillé du temps sur le 17h dimanche. C'est nécessaire que nous arrivions à vous proposer ces échanges. On est reparti de l'indépendance jusqu'à nos jours pour bien comprendre que notre histoire ne fait que se répéter et cette histoire bégaye. Et je pense aussi, Guy Mafimba, il est important de lancer un appel, notamment aux historiens, ceux qui ont pris l'habitude de vous contester cette spécialisation de contation historique. Ces hommes-là n'écrivent pas, on n'a pas de littérature sur une partie de l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui. On sent très bien la frilosité de tous ceux qui peuvent dire quelque chose dans cette opération actuelle qui ne reproduit que des vieux schémas qui sont passés il y a 50 ans, que nous constatons aujourd'hui, parce que sans doute, ceux qui sont en opération aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils ont besoin de reproduire ces schémas afin de s'installer ou de rester dans leur position, et d'autres qui n'ont pas lu l'histoire, qui appliquent des méthodes qui finalement vont nous conduire encore à une répétition sans cesse. Merci encore Guy Mafimba d'avoir pris le temps de venir sur Ziana TV et d'échanger avec nous. Merci. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont suivis en tout cas. Merci. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, vous étiez nombreux dans quelques instants, le 17h dimanche, avec notre ami David Moigny, qui va donc vous proposer là aussi un moment d'échange entre patriotes ou compatriotes, bien sûr, au cœur de l'actualité du Congo. Portez-vous bien, mesdames, messieurs, le programme continue et je vous dis encore merci pour votre présence et à très bientôt sur Ziana TV. À très bientôt, merci. Au revoir. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est
La chaîne qui nous accompagne au quotidien, Ziana TV. C'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble, Ziana TV. Faut pas blaguer des Ziana TV. Y a pas de